traversé tout l'Irak, on est arrivé dans le sud-sud, là il fait chaud. En février, je sais pas, on a 25 degrés dans la voiture, là il fait vraiment plus chaud que ça. Et là les paysages vraiment ils changent tout autour, on a vraiment, c'est désertique de fou, on vient de voir nos premiers dromadaires, c'est trop cool. Donc direction maintenant le peuple du Roseau. Absolument qu'on trouve de l'argent. On n'a vraiment plus rien, plus liquide. Il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent la carte ici en Irak. C'est bon Manon? Manon! Ah c'est bon? Ok. Oh, Dodan. هلا مانيز علي عراق بوليس بوليس فرنسا راس اهلا وسهلا صديقي صديق ماي فريند شكرا. شكرا نعم. Bon bah allez, je crois qu'on est parti pour aller manger. Hein. Oui, je crois que... C'est pour retirer de l'argent. On lui a demandé pour aller retirer de l'argent et la seule chose qu'il nous a dit, il a dit ok argent. Manger. Et puis maintenant il vient de dire viens. Alaykoum salam. Je pense qu'on est invité à manger. Je suis pas sûre, mais je pense que oui. Ils sont géniaux les gens ici. Ali nous présente à toute sa famille. Et c'est ainsi que nous faisons la connaissance d'Haider, son gendre, qui est également le professeur du village. Il nous explique qu'il est très connu ici et se propose avec enthousiasme de nous faire découvrir les Arabes des marais, aussi connus sous le nom de peuple du Roseau. Avec son ami Ahmet, ils nous font une visite guidée des marais et commencent à nous expliquer les enjeux de la sécheresse dans cette région. Là, du coup, il vient nous expliquer l'eau qui est en bas là, il y a 30-40 ans, elle arrivait ici, à ce niveau-là. Donc pourquoi la sécheresse, ça leur fait beaucoup de mal en ce moment-là. Les Arabes des marais sont les habitants de la région des grands marais du delta du Tigre et de l'Euphrate, dans la région sud de l'Irak. Cette région, souvent considérée comme l'emplacement légendaire du Jardin d'Éden selon la Bible, est considérée comme le berceau des premières civilisations. Il y a 5000 ans, les Sumériens y ont établi leur première cité, ont développé un mode de vie en harmonie avec les marais et ont domestiqué le buffle, un animal encore aujourd'hui caractéristique de la région. Il y a 5 buffles pour le lait et pour ses dérivés, pour faire des yaourts, de la crème, je pense. Il les capture et puis après les élève. Mais il les garde pas sauvages. Il m'a dit en gros qu'il les garde pas sauvages, ils essayaient de les... Parce qu'ils les apprivoisent et puis après il les élève. Saad, arabe des marais et éleveur de buffles, nous accueille pour nous parler de son métier et nous faire découvrir son quotidien. C'est à travers lui que nous pénétrons dans une maison traditionnelle. Ces habitations construites en roseaux tressés sont parfaitement adaptées à l'environnement aquatique de la région.
Chaque année, Saad renouvelle les roseaux de sa maison pour en préserver la beauté et la solidité, perpétuant ainsi une tradition millénaire. Autour d'un tchaï, Saad nous explique qu'il élève une quinzaine de buffles pour la production de lait qu'il revend en marché. Mais nous nous rendons compte vite que cet écosystème est en danger. Dans les années passées, la vie était prospère grâce à l'abondance de l'eau. Cependant, depuis l'assèchement des marais, les conditions de vie sont devenues bien plus difficiles. Les buffles, qui ont besoin de grandes quantités d'eau pour vivre, ont particulièrement souffert de cette situation. Tu te pêches. Ah, ok. Oh. Ok. Oui. Manon. Oui, on le fabrique et tout. Par choc électrique. Ah, c'est relié à l'électricité, en fait. Et en fait, ils doivent récupérer le poisson comme ça, je suppose, non? Ils électrisent le poisson. Ils électrisent comme ça, après, ils n'ont plus qu'à le récupérer. Et après, ils n'ont plus qu'à le récupérer dans le filet, en fait. C'est juste là, c'est interdit par l'État. Ah, ok. Ça, ouais. Ça, non. Ouais, ah. Ça, c'est interdit normalement, mais ils le font quand même. Ok. Du coup, ils chassent avec cet outil en secret, en fait. Ils n'ont pas le droit de l'utiliser. Ok, tamam. Tamam. En hiver, Saad et sa famille profitent des eaux plus abondantes et des températures plus fraîches pour vivre dans les marais. Mais dorénavant, Saad ne vit plus ici à l'année. Il part vivre en ville durant l'été, car la chaleur devient extrême, avec des températures pouvant atteindre 50 degrés. Et le niveau de l'eau baisse considérablement, rendant la vie encore plus rude pour les hommes et les animaux. Ah, toutes ces terres là, tout était sous l'eau là. Là aussi. Partout où on est en fait c'était sous l'eau. Maintenant c'est sec. Ah. It's water. Il y avait de l'eau partout là. It's water. à peu près à sa hauteur. Ah, comme Oui. Ah là, comme ça, à okay. sa hauteur. Ouais, c'est sec maintenant. Nous découvrons le lait de buffle, une texture très crémeuse. C'est quoi le ressenti de ta première journée dans les marais? C'est très cool. On rencontrait déjà plein de personnes, on faisait un peu plein de choses. Alors c'est des plans qui servaient pour le papier, tout ça. Intéressant. Et buffles sauvages. Première fois que je vois des buffles sauvages. En fin de journée, Eder nous fait faire une halte dans une plantation de jujubier. En Irak, ce fruit est souvent consommé alors qu'il est encore vert. Pas trop, pommes, poires. C'est très amer. Ceux-là, apparemment, ils sont bien là. Hein? Nous apprenons que de nombreux Arabes des marais complètent leur mode de vie grâce à l'agriculture, notamment la culture du riz, une activité qui nécessite une grande quantité d'eau. Eder et Ahmet avaient prévu de nous inviter à partager un repas le soir même, mais les militaires en ont décidé autrement. Dans cette région, il n'est pas autorisé pour les touristes de dormir loin des grandes villes ou des zones militaires. Ça y est, les militaires nous ont installés. Juste à côté, là, ils nous ont dit que les chiens ne devaient pas rentrer. C'est pour ça qu'ils ont mis un frigo devant, parce que c'est un endroit sacré pour eux. Donc du coup, je vais vous montrer un peu où on dort. Hop là.
sais pas si vous voyez, mais juste derrière, là, c'est les militaires. Ils nous ont installés ici où il y a des toilettes. Juju aux commandes. Et ils nous ont demandé d'aller balader les chiens que dans ce sens. Qu'on n'avait pas le droit d'aller dans ce sens. Me demandez pas pourquoi. Je comprends rien à chaque fois pourquoi. Je comprends pas pourquoi c'est pas safe à des endroits et pourquoi ça ne l'est pas à d'autres. Le soleil se lève sur les marais. Ces marais exceptionnels sont bien plus qu'un simple paysage. Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, ils représentent à la fois un trésor naturel et culturel d'une valeur inestimable. Inscrits en 2016, ces sites s'étendent sur une superficie impressionnante de 5000 km², offrant un écosystème unique. Mais aujourd'hui, ce joyau est menacé. Le contexte climatique est alarmant. Selon les experts de GIEC, l'Irak et plus particulièrement le sud du pays figure parmi les 5 régions du monde les plus touchées par le réchauffement climatique, une situation qui pèse lourdement sur cet environnement fragile. Pourtant, ces marais sont un véritable sanctuaire pour la biodiversité. Ils abritent d'importantes colonies d'oiseaux, qu'ils soient endémiques ou migrateurs, ainsi que de vastes troupeaux de buffles d'eau, indispensables à l'équilibre de cet écosystème. Les cours d'eau, quant à eux, regorgent de bancs de poissons, qui constituent depuis des générations la base de l'alimentation des populations locales. La majorité des Arabes des marais vivent de la pêche, une activité qu'ils pratiquent quotidiennement et qui constitue leur principale source de revenus. Ce matin, nous rencontrons pour la première fois des pêcheurs en action, découvrant ainsi une facette essentielle de leur mode de vie. Ils parlent les vendre au marché du coup. Ok. On était en train de prendre des photos et là il y a 2 pêcheurs qui sont venus vers nous. Ils nous ont proposé d'aller faire un tour en bateau avec eux. C'est trop cool. Pour la classe, on a chacun nos bateaux quoi. Ali et Hussein nous emmènent pour une balade en bateau, le temps d'attendre l'arrivée d'un revendeur qui leur achètera leur pêche du jour. À notre retour, un camion est déjà sur place pour acheter le poisson aux pêcheurs. Nous assistons à la pesée et sommes surpris d'apprendre que le prix du poisson s'élève à 500 dinars irakiens le kilo, soit environ 36 centimes d'euros. Ali et Hussein en profitent pour nous alerter sur l'état préoccupant de leur marée, menacés par les changements environnementaux et la baisse des ressources. تركيا قطعت علينا الماي وخلتنا جفاف مات الحلال السمك مات الريد ماي الثروة الحيوانية كلها ماتت السلام عليكم اخوي جفاف صار بالاهوار وادم تهجرت من هاي المنطقة الى محافظة تهجرت الوادي كتلها جوع الوادي من الثروة الحيوانية ماتت الابقار مات يعني حالة هاي الناس شوفها تعبانة كلش على الله وعلى السمشي وجفاف يعني ما يدوم ماكو شوف الاهوار شوف هاي الاهوار كلها جافة يعني حالتنا تعبانه كلش على الله ولا هاي على السمكه هاي اي فاحنا نريد منكم ومن الله ان تركيا تفتح الماي لين ماكو ماي الماي حلوه طالب احنا من خلالكم من خلال قنواتكم نطالب المياه ما عندنا ماي للجنوب ماكو بالعراق وادم هاي كلها عتها حلال وصياده اسماك وضعيتنا من المياه تعبانه كلش عندنا الاهوار هسه كلش جفت فد مره كلش. Leur journée de pêche terminée, Hussein et son ami pourraient rentrer pour manger ou se préparer à leur deuxième travail en ville. Mais avant cela, ils nous emmènent découvrir une partie reculée des marais, un endroit où peu de visiteurs ont l'occasion de s'aventurer.
Dans les années 1980, plus de 250 000 Arabes peuplaient ces marais, leur vie rythmée par le flux et le reflux des eaux, les saisons de pêche et les migrations des oiseaux. Cependant, cette existence paisible a été brutalement bouleversée dans les années 1990. Saddam Hussein, cherchant à traquer les Arabes des marais, qui avaient offert asile et aide aux déserteurs irakiens pendant la guerre Iran-Irak, a ordonné l'assèchement des marais et la destruction de leurs maisons en roseaux, réduites en cendres. Chez Abou Ali. Abou Haïdar. Abou Ali. Abou Haïdar. Abou Haïdar. Abou Haïdar. Et on part là-bas et on va chez lui normalement, c'est ce que j'ai compris. En quelques années, 95% des marais ont été transformés en désert et plus de 80% des poissons ont disparu. Bien que les barrages construits par Saddam Hussein aient depuis été démantelés, les Arabes des marais continuent de lutter pour préserver leur mode de vie ancestral. Cette lutte est d'autant plus difficile qu'au cours des 40 dernières années, plus de 30 grands barrages ont été construits en amont du Tigre et de l'Euphrate, en Turquie, en Syrie et en Irak. Ces barrages retiennent l'eau pour l'irrigation, privant les marais de leurs précieuses ressources. C'est ici que nous faisons la rencontre d'Ahmed et de sa famille, membres du peuple des roseaux. Ils vivent dans les marais toute l'année, malgré la sécheresse persistante. Cependant, Ahmed ne pratique plus la pêche comme activité principale. Aujourd'hui, il est devenu militaire et se rend plusieurs fois par semaine au village le plus proche en bateau pour s'approvisionner en eau potable et en vivres, une nécessité vitale dans cet environnement fragilisé. Ils ne sont plus très nombreux à vivre ici, dans ces maisons traditionnelles en roseaux à l'année. Beaucoup sont restés, après 1991, dans les maisons en dur, comme Hussein qui nous invite à manger ce midi. Du coup, c'est juste qu'on a compris, on a été invité à manger, mais il n'y a personne avec nous. On va voir si jamais il y a du monde qui va nous voir. Et pour l'instant, il y a que 2 assiettes. Après un moment intense à partager avec la famille de Hussein, nous reprenons la route pour découvrir le dernier lieu emblématique de cette région. Ce soir, nous dormons au pied du monument des martyrs, un site érigé en l'honneur des Arabes des marais. Un peuple qui, depuis des années, endure souffrance et privation, mais qui, petit à petit, renaît de ses cendres. Malgré un avenir incertain, nous leur apportons tout notre soutien, espérant qu'un jour, ces terres retrouveront leur splendeur passée, ce lieu que l'on appelait le Jardin d'Éden.